Bonjour, vidéo T004G, toujours dans le système Rolleiflex, mais aujourd'hui on va parler du i6. Voilà. Donc le i6, le i6 a été, donc c'est le champ du cygne de Rolleiflex. Rolleiflex était déjà relativement moribond quand Genoptique, allié avec Leaf et Sinar, se sont dit que ça serait bien d'avoir une plateforme bien à eux, développée bien pour eux, pour vendre, que ce soit pour Leaf ou que ce soit pour Genoptique et donc Sinar, pour vendre leur dos numérique. Voilà. Parce qu'il y avait une spécialisation, parce que Phase One a racheté Mamiya. Phase One a racheté Mamiya et a développé, du coup, Phase One a racheté Mamiya et l'autre marque a racheté Hasselblad. Qui a amené à la sortie du H, de la série H. Alors je me souviens plus, c'est Imacon qui a racheté Phase One, qui a racheté Hasselblad. Voilà. Donc du coup, ça commençait à sentir le roussi pour Leaf et Sinar, qui faisaient des dos adaptables sur toutes les marques, comme faisait Phase One et comme faisait Imacon. Et d'autant plus que Imacon a fait un tour de pute à Leica, parce que Imacon faisait une partie avec Leica, faisait une partie du dos DMR qui se montait sur le Leica R, et du jour au lendemain il dit c'est bon, plus besoin de vous, merci, au revoir, on se démerde tout seul, barrez-vous les gueux, et ça a tué dans l'œuf, ça a arrêté du jour au lendemain la vente des dos DMR, et avec plein de problèmes. Tiens, il y a les flics qui passent. Bon, on est à New York, ridicule. Bon, enfin bref. Bon. Et donc, ils ont réagi en se rapprochant de Rolleiflex, en se disant, on va développer un boîtier moderne, autofocus. Alors, Rolleiflex avait une version autofocus du 6008, qui c'est le 6008 AF, qui est un intégral 2, avec l'autofocus. J'en ai un. C'est un boîtier que je vous déconseille parce que le déclencheur est très 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 dur à appuyer dessus. Et j'en ai discuté avec Gérard Métro et tout ça. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est le composant. On ne peut pas changer avec le composant d'un autre ou un truc comme ça. Il n'y a rien à faire. C'est imbaisable. Donc si c'est pour utiliser à la télécommande, des trucs comme ça, allez-y, achetez du 6008 AF. Si c'est pour utiliser avec votre index, je vous le déconseille totalement. Bon, d'autant plus que l'autofocus en moyen format, c'est l'autofocus de 1850. C'est-à-dire que vous avez juste un détecteur au centre, et puis basta. Et puis, même les boîtiers actuels, avec leurs autofocus, les Hasselblad H ou les Phase One, des choses comme ça, avec leur autofocus, c'est du pipeau. C'est de la performance digne des années 90, quoi. Voilà, faut pas rêver. Ils ont un siècle d'avance sur la qualité d'image numérique, et puis ils ont un siècle de retard sur l'autofocus. Parce que tout simplement, ils n'ont pas les moyens technologiques de faire les modules micro-intégrés et les conneries comme ça. Voilà.
Et donc Génoptique, ce serait Génoptique qui aurait fait la conception du système i6 au total en utilisant les technologies de Rolleiflex. Et c'est Rolleiflex qui a fabriqué. Par contre, c'est Rolleiflex qui a fabriqué. Et donc du coup, moi j'ai le i6 en version Cynar. Donc il existe en version Leaf et il existe en version Rolleiflex. Voilà. Donc, et si on regarde dessous, c'est Made in Germany by Frank et Heidek GmbH. Hein, donc on retrouve le même nom que là-dessus. Voilà, et c'est toujours à Braunschweig, comme c'est marqué là-dessus. Ce que je veux dire, Rolleiflex n'a jamais déménagé. Quoi. Il paraît, je n'ai jamais été voir, que vous avez une rue, à gauche c'est Rolleiflex et à droite c'était Voigtlanger. Voilà. Il y a des gens, quand ils claquaient la porte, ils traversaient et ils se faisaient embaucher en face. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de ressemblances. Et donc c'est marqué généreusement en dessous, Cynar Factory Ajusted dessous. Voilà, tac. Alors je vais essayer de vous le mettre. Donc le Cynar, alors c'est bien parce que c'est écrit dans tous les sens, voilà. Et sur le dessous, voilà, fait la mise au point coco, on fait briller un peu. Voilà, donc ça c'est pour lire la plaquette noire, là. Voilà. Alors, on retrouve dessus le même plastique dégueulasse, caoutchouc dégueulasse, d'une espèce de bleu-vert canard immonde que Schneider adorait, et quand Schneider a racheté Pentacon, a fait une joint venture avec Pentacon, et qu'ils ont transformé, ça on le verra ça sur les boîtiers du bloc communiste, et donc ils ont racheté Pentacon et ils ont fait une énième version du Pentacon 6TL qui s'appelait l'Exacta 66. Qui a été modernisé, qui était enfin plus ou moins débugué de tous les bugs mécaniques qu'il avait, dans lequel on a mis un vrai posemètre, dans lequel on a mis un vrai dépoli, et tout comme ça, qu'on a mis le dépoli du 6008 dedans. Donc voilà, très bon dépoli. Quand vous regardez dedans, et vous regardez dans un Hasselblad à côté, et même un Acute-Mat, ça vous fait pisser de rire. Et voilà. Et j'ai acheté des jumelles Practica, c'est marqué calculé par Schneider, et puis il y avait ce même plastique, et ce plastique, c'est la même maladie que les Nikon F801 et tout ça. Il y a une réaction bizarre, ça devient poisseux, ça devient gluant, choses comme ça. Enfin bon, un jour je le passerai, je sais pas quoi, au triclot pour virer tout ce plastique dégueulasse, mais pour l'instant je subis. Et voilà. Bon, donc c'est un boîtier qui a une poignée, toujours, une poignée. Alors la poignée n'est pas démontable cette fois-ci, parce qu'elle est orientable, voilà. Elle est orientable, et puis voilà, ça va pas plus loin, voilà, pouf, 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 et puis on peut la mettre horizontale pour la ranger. On a une molette dessus, on a une molette dessous, on a le déclencheur, on a des boutons de sélection, donc c'est vraiment un boîtier entre guillemets moderne, hein, très voilà. Alors bon, là c'est un objectif qui est pas très très lourd, hein, parce que c'est 90 ouvert à 4, ça va, c'est pas très lourd, mais on dit que la poignée c'est pas suffisant. Et on en trouve beaucoup sur eBay à l'état d'épave, où visiblement ils ont eu des problèmes de poignée. Alors comme c'est pour faire fonctionner un dos numérique, j'ai essayé d'en acheter un deuxième. Le deuxième, quand je l'ai reçu, il avait un problème de molette, hein, de molette qui mollettait plus, et donc du coup,
et comme je vois que ils ont souvent, ceux qu'on voit ont souvent les parties poignées démontées, choses comme ça, je pense que le premier problème, le premier souci, ça doit être un bête composant à 50 centimes d'euros qui vient de Chine, qui doit être la roue codeuse qui fait la molette, qui fonctionne plus. Alors bon, dans les SAV, ils se font pas chier, ils changent, puis après il n'y a plus de pièces. Et puis, c'est con, on a jeté des dizaines et des dizaines de plaques à la poubelle, alors qu'on aurait pu dessouder et ressouder. Bah oui, mais ça c'est trop tard. Ils sont un peu cons dans les services après-vente. Mais bon, ce qui compte, c'est le rendement. Voilà, changer la plaquette, c'est 5 minutes. Dessouder et ressouder le composant, c'est une demi-heure. Et de toute façon, la pièce détachée, c'est le client qui la paye, donc on s'en fout que lui facturer une pièce à 2 euros ou lui facturer une pièce à 200 euros, c'est pareil. Voilà. Alors, donc c'est bien sûr la baïonnette du 6008. Ça, c'est un objectif de 6008. Et je n'ai acheté ça que parce que ça consommait ça, et ça, j'en avais plein déjà. Voilà. Ce sont les verres de visée du 6008. Par contre, ce ne sont pas les viseurs du 6008, donc ce sont des viseurs spécifiques qui s'attachent d'une manière spécifique. On a donc du coup, tous mes prismes et tout ça, je m'en sers pas. Alors je ne sais pas si on va le voir, non, on le verra pas, mais là on a un bandeau LCD comme dans l'intégrale et tout comme ça. Donc le cadre... Le cadre couleur marron, c'est un overlay, c'est un truc qui recouvre pour me donner le cadrage du dos numérique qui ne fait pas 6,6 et qui ne fait pas 6,6 bien sûr, et qui ne fait pas tout à fait 4 cm et demi par 6 cm, puisqu'il fait 36 mm par 48 mm. Voilà. J'ai pris aussi ce que j'ai trouvé. Voilà. Bon. Et donc c'est le même principe de. Alors, je sais pas et puis je sais pas où j'ai mis. Enfin si, j'ai une poire soufflante pas trop loin. Mais enfin bon, je voudrais éviter de trop souffler des poussières pour éviter que ça aille sur le détecteur. Que dire d'autre? Et donc c'est le même, par contre, c'est la même qualité de fabrication du viseur. Ça se pose dessus, ça se clip. Ça s'enlève de 2 doigts. Ça c'est un peu con. Ça se pose dessus, ça se clip. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pris le même. Ils auraient pu prendre le même truc du Rolleiflex qui se glisse dessus, et ainsi de suite, et on a la même loupe sur le dessus, et c'est la même loupe qui se clipse dessus pour avoir la netteté de ce que l'on regarde. Vous remarquerez, bouchon métallique vissant, voilà, toujours. Alors ça exige que j'en ai racheté jusqu'en diamètre 120. Voilà, donc j'en ai même trouvé un pour mon 302.8. Voilà. C'est là où je me suis aperçu que mon 302.8 avait pris un coup et que je ne pouvais pas le glisser dessus. Ça, je ne savais pas avant. Et donc, on a la même loupe et on fait les mises au point comme ça. Et la loupe, on a tout le champ, on voit tout le champ photographiable. Voilà. Alors, sur le côté, on a des sélecteurs. Donc, le boîtier est autofocus. Donc, si je mets un objectif autofocus dessus, l'ensemble sera autofocus. Moi, j'ai un seul objectif autofocus. Je ne l'ai pas amené d'ailleurs. C'était l'objectif qui était livré avec ça. Voilà. Il y a 2 générations d'objectifs autofocus. Il y a les AF et les AFD. Les AF ont une bague de diaphragme. Les AFD n'ont pas de bague de diaphragme. Ils ont juste la bague de mise au point. Et donc le diaphragme, les AFD, ne se montent que sur le HI6, donc il faut faire attention à ça, ne se montent que sur le I6, et ne se montent pas du tout sur les 6008, qui n'a aucun élément de commande électrique du diaphragme par l'opérateur. On n'a pas de bouton à tourner, puisqu'il y a la bague. Voilà. Donc évitez les objectifs AFD. Voilà. Évitez les objectifs AFD parce que quand votre boîtier sera en panne, si un jour votre boîtier tombe en panne, et quand il sera en panne, ce sera bien plus facile de retrouver un boîtier 6008 qui traîne à pas cher que de faire réparer le bousin. Et donc du coup,
avoir des objectifs qui ne se montent que sur le i6, je trouve pas ça tellement intelligent. Voilà, en tout cas, moi j'ai celui qui était livré avec, et puis basta. C'est un Xenotar 82.8 qui est bon, hein, qui est aussi bon que mon autre Xenotar 82.8, donc voilà. Il est rangé dans un coin, et puis basta, parce que l'autofocus, ça sert à rien. Ensuite, on a tout un tas de boutons sur le côté. Donc, on a les modes AF. Donc, on a single, continu, mixte, ou je ne sais pas quoi. Et puis, le mode manuel. Voilà, manuel certainement. Et puis là, la position rouge du sélecteur, c'est pour le sélectionner par les menus. Voilà, parce qu'on peut sélectionner par les menus. Au-dessus, on a le mode d'exposition. Donc, c'est pareil. On a PASM et puis le point rouge pour dire je le sélectionne par les menus. Voilà, on a un bouton de test flash pour le TTL, on a le mode de sélection de mesure matricielle, centrale, pondérée, spot, et puis le bouton rouge c'est je sélectionne par les menus. Voilà, parce qu'on a un joli petit écran en haut, là, je vais vous le réveiller, voilà, on a un joli petit écran en haut, voilà, je ne sais pas si on va voir quelque chose. Je mets dans la zone de mise au point. On tourne le bazar. Voilà. Bon, enfin bref, je ne sais pas si on voit quelque chose. Mais bon, il y en a un écran qui va vous dire la vitesse, le diaphragme, la balance d'exposition, si on est en plus ou en moins, et ainsi de suite. Donc on a un bouton, là je change la vitesse. Là, si je suis en mode A sur la bague, si je mets la bague A du diaphragme, eh ben, je change mon diaphragme. Parce que je suis en mode M, d'accord. Et quand je vais passer en mode A, et ben je change encore, je décale, c'est la molette de devant qui devient active et la molette du dessus ne sert plus à rien parce que j'ai besoin que d'une seule molette dans ce cas-là. Et S. Ah oui, d'accord. Donc la molette des vitesses est toujours la molette des vitesses, la molette des diaphragmes, c'est très con ça. Alors, c'est pas pour faire le cacou, mais moi je suis tout le temps en mode M parce que finalement, une fois que tu as réglé, ça se dérègle pas tout seul et c'est très bien. Alors, on va jusqu'à des temps de pause en minutes, en secondes, choses comme ça, et puis voilà, après on est en fraction. Voilà. Alors, gros avantage de ce système. Alors, c'est pas vrai avec tous les dos. C'est vrai avec les dos argentiques. Alors, non, voilà. Sur ce dos-là, j'ai le dos rotatif. Voilà. Pof, pof. Avec certaines versions de dos lif, on tourne une molette et c'est le capteur qui est rotatif. Donc ça, moi j'aurais des doutes, hein, mais bon. Et sur la version argentique, le dos se déclipse, se tourne et se reclipse. Clac, clac. Voilà. Et c'est pas tout le dos qui est rotatif. Voilà. Mais bon, voilà. Donc moi, photo-portrait, ouais, voilà. Donc c'est pour ça, c'est très agréable à utiliser avec ce viseur-là. Finalement, ce viseur-là est suffisant. Voilà, suffisant. D'autant plus que déjà qu'ils n'en ont pas fabriqué, déjà qu'ils n'ont pas vendu beaucoup de boîtiers, qu'ils n'ont pas fabriqué beaucoup de viseurs. Trouver les viseurs réflexes pour ce boîtier-là, c'est pas mission impossible. Il en passe 1 ou 2 par an, mais voilà, quoi, c'est tout. On a le bouton général en haut, avec, je crois, le battery check. Non, c'est le bouton de sélection. Voilà, c'est le bouton de sélection qui est l'interrupteur général, et ainsi de suite. Et quand on l'utilise avec un dos numérique, on a le boîtier et le dos, il faut le réveiller à part. Voilà, le dos c'est un 33 millions de pixels, pardon, 36 par 48. Les sangles sont des sangles spécifiques, donc moi j'avais pas la sangle, du coup j'ai mis une très jolie sangle Kiev 88 et j'ai fait les anneaux moi-même. Oui, parce que comme on dit à Courbevoie, si un accessoire n'existe pas, fabrique-le. Voilà. On a la synchro flash du boîtier qui est là. On a la synchro flash du dos qui est là. Donc, quand on a dos numérique, c'est le dos numérique qui donne le pulse de synchro flash. Et on a, alors que je l'oriente de toute façon, on le voit bien. Et là,
alors je mets le doigt dessus, voilà. Là, on a une prise de télécommande bien chère pour mettre la télécommande filaire. Et c'est peut-être un peu le souci, le seul vrai inconvénient qu'a ce boîtier, c'est qu'ils n'ont pas remis la télécommande, ils n'ont pas remis le truc pour utiliser un bête déclencheur souple comme on a sur le 6008. Voilà, il y a quelqu'un qui s'est dit oh c'est con ces trucs-là, on va faire moderne. On va mettre on va mettre un câble une télécommande qui pour le coup, elle aussi, n'est pas simple à trouver, ressemble à rien et est particulièrement pénible à mettre en plus. Voilà, particulièrement pénible à mettre. Bon, ben, je ne l'ai pas retrouvé. Ça a dû être rangé dans une pochette où il ne fallait pas. Et voilà. Alors, bon, j'ai retrouvé celle du 6008. Alors qu'il y a une prise DIN modifiée. Et je me suis aperçu donc qu'il y a une prise à la con. Et c'est là où on voit que c'est pas Rolleiflex qui l'a fait, parce que sur le 6008, vous voyez, j'utilise une télécommande de SLX. Et ça fonctionne. Ouais. Et ça fonctionne. Voilà. Et je peux relever le miroir et je peux déclencher. Voilà. Donc, Rolleiflex était une entreprise qui faisait quand même assez attention à ses clients et qui avait ce genre d'attention d'avoir des accessoires qui duraient éventuellement très très longtemps et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Voilà. Et donc, j'ai dû le changer de sac à un moment donné et oublier de le remettre dans le bon sac ou dans le sac du moment. Je suis en train de m'emmêler avec mon fil de micro, ça va être phénoménal. Bon, enfin bref. Donc, autre... alors, ils disent ça à peu près partout, je suis en train de vérifier, mais... il spécifie bien dans le mode d'emploi qu'il faut faire attention à ne pas utiliser des filetages trop longs et déconseille carrément l'usage du filetage. Et donc ils nous ont mis un gentil, splendide, magnifique rail au standard Arca, sauf que je sais pas, les Allemands doivent en vouloir aux Suisses. Donc c'est au standard Arca, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que le rail Arca, normalement, il dégage devant et derrière pour pouvoir glisser dedans, mais là, non. Voilà. Et il a une longueur qui n'est pas au standard Arca. Donc la largeur est au standard Arca, mais pas la longueur. Donc du coup, il faut des étaux plutôt étroits ou acheter des étaux Novoflex. Voilà, parce que ça marche avec les étaux Novoflex, en fait. Voilà. Tac. Et voilà, vous achetez comme moi des étaux chinois à pot de balle. Et puis, voilà, et ça se monte dessus, voilà, tac. On peut même se payer le luxe de faire glisser 1 cm en avant ou 1 cm en arrière. Et voilà, et donc on a un splendide Rolleiflex i6 monté sur un trépied Leica, avec une rotule Leica et un étau chinois. Voilà. Tout ça pour dire que le trépied, on peut faire ce que l'on veut. Pendant que j'étais parti pour chercher mon truc, donc j'ai retrouvé mon pare-soleil B104. Alors j'enlève un peu la poussière. J'ai retrouvé ma soufflette aussi. Et donc, ça c'est le relais. Baïonnette 104, relais, marqué Made in Germany, relais, choses comme ça. Bon, je pense que c'est Liopan qui doit fabriquer, parce que il faisait pas tout. Alors, le pare-soleil est fileté à l'avant en diamètre 105. Ceci est un bouchon métallique 800-105.
Et alors, la première fois que vous le faites, faut y aller doucement, et ça se dévisse. Voilà. Parce que les grands filetages à pas très très fin sont très prompts à gripper. Voilà. Et surtout, c'est qu'il n'est pas fait pour être démonté. Donc, voilà. Et donc, une fois que vous l'avez démonté, alors moi, ce type de filetage, je mets du lubrifiant dessus. Je mets du wings anti-friction dessus, voilà, et ça évite que ça grippe. Hein. Et là, cette bague-là, elle est en laiton, et ça c'est de l'alu, et ainsi de suite, voilà. Et donc là-dessus, je peux monter mes filtres en diamètre 105, voilà. Un diamètre 105 qui est finalement relativement courant maintenant, hein, relativement courant. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà, hop. Voilà. Et ça se monte généreusement sur le devant du bousin, de tous les objectifs en B104 que j'ai. Donc moi ça m'intéresse pour le 50 de 8 et puis pour le 180 de 8 aussi, parce que bon, l'objectif macro, on peut utiliser des filtres aussi, on peut utiliser du filtre, mais il n'est pas... c'est un très bon objectif, je suis très content de l'avoir, mais pour une utilisation macro, la lentille est trop profonde dedans, et donc du coup, on a du mal à éclairer correctement, et je préfère utiliser le 120 macro, avec le 120 f4. Voilà. Voilà, donc si j'ai acheté de la Zolblad, c'est pour avoir les objectifs que je ne peux pas avoir en monture PQ-PQS. Donc c'est pour ça que chez la Zolblad, j'ai acheté le macro 125.6, et parce que j'avais le 120 ouvert à 4 et que je voulais voir la différence que ça faisait. Bon, et c'est pareil, remonter des filetages, c'est pas... faut faire ça calme, et je ferai ça à tête reposée. Là où on voit aussi que c'est quelqu'un d'autre qui l'a dessiné, c'est que Otto, il s'est dit « Ah, und la Q, comment on fait pour la Q ?» Et ben la Q, il s'est dit « Ah, bah t'en fais pas, Coco, on va utiliser des accus pas chers qu'on peut avoir partout, les accus de Sony, le caméscope Sony. » Bon, c'est très gentil, excellente idée, je veux dire, je suis pas contre. Mais là où ça va pas, c'est que donc ce sont des accus de caméscope Sony, c'est les tout petits, là, les 2000 NPF 330, voilà. Pour NPF 330, c'est des 3000 mAh, c'est des 2900 mAh ou des choses comme ça. Donc c'est les tout petits, en fait, c'est les tout petits. Mais là, donc j'en ai acheté un chez Duracell. Alors Duracell, ok. Pour le boîtier, ça frotte un peu. Ouais. Ça frotte un peu, ouais. Bon, enfin bref. Mais dans le dos, je fais même pas l'expérience parce que j'ai déjà essayé, il rentre pas. Il rentre pas. Parce que ils ont mis. Il y a quelqu'un donc la Q, c'est le même, hein, c'est le même, c'est la même référence, c'est même tout, mais quand on les met côte-côte avec les autres, et ben on s'aperçoit que il y a, alors oui, pour une fois, hein, quand on les met côte-côte avec les autres, on va prendre ça, tac, ça bute, il y a 1 mm d'écart. Il y a quasiment un demi-millimètre d'écart. Et ben ça suffit pour que le truc il rentre pas. Et d'ailleurs c'est marqué pour IC Only, voilà. Et donc c'était livré avec un accu Varta.
un AccuVarta, et c'est pareil, l'AccuVarta, lui, il a les bonnes dimensions, et il rentre, il n'y a pas de souci. Mais, donc voilà, donc j'achète des accus et puis ça rentre pas, ça rentre pas, ça rentre pas. Alors coup de bol, là, mon écran utilise ce genre d'accu, et donc du coup, mon écran de retour vidéo utilise ce genre d'accu, donc du coup j'utilise ça. Mais c'est un peu la plaie, quoi. C'est un peu la plaie. Alors j'ai trouvé la solution. Grâce à celui qui est à Courbevoie, puisque en fait à l'intérieur ce sont des accus 18650 et que donc grosso modo donc j'ai pris un accu qui était foireux, je l'ai ouvert, je me suis aperçu que c'était effectivement ça dedans, et puis je vais me démerder pour me fabriquer un adaptateur pour mettre carrément 2 accus pouf pouf dedans, et puis basta, parce que qu'éventuellement il y a un circuit il y a un circuit un peu bizarre à l'intérieur. Puis s'il prend le point milieu, je ne sais pas pourquoi il prend le point milieu, mais on va s'arranger pour faire quelque chose, pour trouver comment faire et comment passer cette erreur de conception, des choses comme ça. Au pire, comme les accus sont enfermés dedans, j'ai trouvé qu'en passant la lime là, et devant derrière, et en coupant là, on pouvait réussir à enlever la plastique qui gênait, et puis en mettant du scotch, ça ira bien pour faire ce que j'ai à faire. Bon, le mode de fixation, alors donc autant comment dire, le i6 est en standard Arca, même s'il faut un étau ultra compact de chez Novoflex pour s'en servir. Autant, ah bah tiens, ça je vous présenterai une autre fois, parce que il y a quelque chose qui n'a pas supporté mon truc. Voilà, tac. Donc ça se visse. Donc, et le 6008 utilise un autre standard de rail. Alors je vais vous montrer rapidement, qui est une espèce de petite rail en queue d'aronde comme ça, et c'est le même que le SL66, ainsi de suite, mais ce n'est pas le même que les Rolleiflex biobjectifs. Voilà, Rolleiflex biobjectif, puisqu'on parle de ça, le Rolleiflex biobjectif a un système de montage avec un filetage, des choses comme ça au dos. C'est une chose à ne jamais faire. On ne monte jamais un Rolleiflex biobjectif sur un trépied, quel qu'il soit, même un Jitsu, en utilisant ce filetage-là. On utilise ce qu'on appelle le relais fixe, que l'on va monter sur le trépied, et on va venir glisser le boîtier dedans. Parce que si vous fixez uniquement sur le filetage le relais, et que les 4 pieds ne touchent pas la tête, et qu'ils soient à niveau, vous allez fausser votre dos. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc vous utilisez un relais fixe, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est un bazar, et donc c'est une queue d'aronde, ça se glisse là-dedans, et puis on tourne le bazar, et si elle fonctionne encore, et ben c'est fixé, et ça bouge plus. Voilà, et j'espère qu'elle va se défixer. Et ben, oui, si c'est bon, elle va se défixer, et voilà, et ça s'enlève. Voilà. Visiblement, elle a mal supporté les vibrations, et il y a un truc qui s'est desserré à l'endroit où il ne fallait pas. Bon. On va trouver ça sur le SL, sur le 6008, sur certains téléobjectifs, et ainsi de suite. Sur le soufflet aussi. Sur les soufflets, ainsi de suite. Voilà. Bon, je
je pense avoir fait le tour de la question de Rolleiflex, que ce soit le i6, que ce soit les choses comme ça. Alors quoi acheter, pourquoi Rolleiflex, il y aura une vidéo sur Rolleiflex versus Hasselblad. Parce que je faudra que je mette les deux systèmes côte-côte, et puis un truc comme ça, et puis là, on est l'après-midi, et normalement j'ai le soleil l'après-midi, mais là aujourd'hui il fait pas très très beau. Hein. Donc moi ce qui m'a plu dans ce système-là, c'était l'accès aux objectifs Schneider, et notamment au Xenotar de 8. Voilà, qui était un objectif qui était pas mal. Le Télé-Xenar était pas mal. J'avais été assez déçu du Hasselblad 2000 FCM, mais j'avais le Zeiss Opton, j'avais le Zeiss Planar 82.8 première version, qui n'est pas réputé être le meilleur des objectifs de Hasselblad, mais à l'époque je pouvais m'acheter que ça. Et puis j'avais acheté un bouquin on m'avait donné un bouquin qui s'appelait Hasselblad Salzbuch, donc le livre de vente Hasselblad, dans lequel il y avait toutes les courbes FTM des objectifs Zeiss pour Hasselblad, et ça cassait pas trop pas d'un canard. Voilà. Donc ça m'a pas donné envie de poursuivre. L'investissement, choses comme ça, parce qu'à l'époque j'étais dans une recherche de perfection de mise au point, de perfection de netteté, des choses comme ça. Quand j'étais donc dans ma première période d'Hasselblad, je portais les valises pour un photographe qui lui avait du Mamiya RZ, et donc voilà. Et donc à la lecture du Hasselblad Salzbuch, la meilleure optique de Hasselblad aurait été le 103.5 Planar, qui est effectivement a très très bonne réputation et assez difficile, assez cher à trouver. Tout ce qui c'est pas qu'il soit rare, mais tout le monde le recherche, et ainsi de suite. Et donc du coup, j'avais vu une photo aérienne faite à l'Hasselblad de 103.5. Et c'était pas terrible. Alors je pense plutôt que le mec avait eu un problème avec son objectif lié aux vibrations liées à la photo aérienne. Ça c'est éminemment possible, éminemment et fort probable. Mais voilà. Et donc quand je suis revenu au 6.6, je me suis dit du RZ. J'avais des relativement mauvais souvenirs du transport des valises de RZ. Le RZ, on en parlera dans la vidéo sur Mamiya. Il y aura une vidéo sur Mamiya, sauf que là, j'aurais pas grand chose à vous montrer, parce que du Mamiya, j'en ai quand même très 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 peu. Ce qui m'emmerdait dans Mamiya, c'est que il n'y avait pas de grande ouverture. Il y avait le 110 ouvert à 2 m'a toujours excité. Voilà, et donc du coup 6.7 c'est pas mal, mais 6.7 c'est un format rectangulaire, format dans les proportions du 4.5. Or il se trouve que j'avais des chambres 4.5 avant de revenir au film 120, et je me disais le 4.5 c'est pas une proportion que j'aime tellement. Je trouve ça un peu bâtard. C'est pas. Et donc du coup, voilà, je me suis dit tiens, j'essaierais bien du relais, et puis je regrette pas, c'est un boîtier très confortable, le 6008. C'est un boîtier, mais le i6 aussi. Ce sont des boîtiers très confortables à utiliser, qui sont modernes dans leur utilisation, c'est-à-dire que pour faire la mesure, par exemple avec le 6006, pour faire la mesure, il faut appuyer sur le bouton de fermeture du diaphragme pour faire la mesure en diaphragme fermé. Le SLX c'est pareil, ainsi de suite. C'était un peu dans les balbutiements de la mesure de lumière. Et donc voilà, alors que le 6008 ça s'utilise
comme votre boîtier numérique, quoi, sauf que vous mettez du film dedans, et puis si vous avez une version numérique, ça s'utilise comme un numérique. C'est pas aussi performant du point de vue autofocus, quand il est autofocus, sur son aptitude à la photographie des libellules en plein vol, mais vous avez une qualité d'image différente, un rendu différent, choses comme ça. Parce que bon, votre boîtier d'entrée de gamme, il fait peut-être déjà 24 millions de pixels, vous voyez ce que je veux dire. Là, moi, en version numérique, je suis à 33, mais le boîtier a 10 ans. Ouais, 10 ans. Il y a 10 ans, on n'était pas à 33 millions de pixels, on était à 15 ou 16 grand max. Et donc, bon, c'est vraiment les optiques qui m'ont attiré, les rendus qu'on avait, qu'on obtenait, et ainsi de suite. Donc moi j'avais acheté ça pour faire essentiellement pour faire de la trichromie. Donc la trichromie, c'est on fait 3 photos noir et blanc derrière 3 filtres rouge, vert et bleu, et après on assemble les 3 images pour en faire une image couleur. Et donc l'aspect boîtier moteur m'intéressait. Donc, en tout cas, ne me dérangeait pas, et au contraire, parce que du coup, ça me permettait de faire mes trichromies pouf, 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 en appuyant sur un bouton et en passant, et voilà, et donc de tenter, enfin, l'instantané en trichromie, ce qui est illusoire, bien sûr, mais alors je l'ai fait aussi au Leica M4P, alors ces photos-là, je les retrouverai plus facilement. Et donc ça permet d'avoir dans la même photo, parce que si un élément bouge dans la photo, il n'est qu'en bleu, il n'est pas en rouge et ni en vert. Voilà. Mais par contre, l'utilisation du moteur permet d'avoir dans la même photo les éléments qui bougent sur les 3 photos. Voilà. Donc c'était pas mal pour ça, c'est bien pour ça. Voilà. Après, bon, maintenant je l'utilise un peu moins parce que l'amusement de la trichromie m'est un peu passé. Le numérique, bon, j'ai acheté, entre guillemets, j'ai acheté de nouveaux jouets, quoi, donc ça roule. Mais c'est un système que je ressors volontiers, j'aime bien. Simplement, bon, il faut s'y prendre un peu à l'avance, recharger les accus, et ainsi de suite. Voilà. Entre Hasselblad et Rolleiflex, alors au jour d'aujourd'hui, donc en 2019, en octobre 2019, Hasselblad, le SAV, il y en a encore, comme il y en a encore pour le Rolleiflex, hein, mais le Rolleiflex, le SAV de Rolleiflex, et maintenant, alors le SAV du Rolleiflex 6008 est suivant. C'est chez Papke en Allemagne. Le SAV du Rolleiflex biobjectif, c'est chez Roleitz, je vous mettrai l'adresse en dessous, ou chez Photosufren, parce que c'est eux qui ont le savoir-faire et les pièces détachées. Voilà. Les pièces détachées, c'est pas forcément important parce qu'il n'y a pas forcément une pièce détachée à changer. Mais par contre, il y a un savoir-faire et l'outillage. Voilà, on ne demande pas un corps d'objectif avec une pointe de compas, vous voyez ce que je veux dire, avec une paire de ciseaux à broder. Non. Bon, et eux, ils ont des outillages et tout ça, ils font un travail qui est correct, qui est beau, qui est propre, qui est même pas très cher. Bon. Enfin, voilà. Donc, tout ça pour dire, chez Hasselblad, donc le SAV, c'est fait par les Victor, qui est... alors, j'y suis pas allé récemment, mais ce sont les gens qui étaient avant Boulevard Kurnonski chez Hasselblad France, hein, ni plus ni moins. Donc, les Victor et Hasselblad France, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Il n'y a plus de Hasselblad France
parce que quand Hasselblad a commencé à avoir des soucis, ils ont autonomisé leur filiale. Mais ils ont les pièces détachées d'origine et ainsi de suite, quoi. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. J'ai cru comprendre quand j'ai téléphoné pour savoir si tel modèle d'appareil était intéressant ou pas, et ainsi de suite, que bon, fallait éviter, quoi. Parce que sur certains modèles, il n'y avait plus de pièces, ou choses comme ça. Paradoxalement, c'est un truc que j'ai acheté, hein. Le SWC à objectif chromé, faut éviter, hein. Les compurcés chromés, faut éviter, quoi. Et les compures en manière générale, faut éviter, et les Prontors, il commence à y avoir des problèmes, et il commence même à y avoir des problèmes sur certains boîtiers type 2000 FC, la série 2000, c'est à éviter. Voilà, la série 2000, c'est à éviter. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai eu comme panne? J'ai eu des pannes sur les... Alors d'abord, j'ai acheté des relais flex en panne. Et oui, à proprement parler, j'ai pas eu de panne, j'ai acheté des relais flex en panne. Et la panne qu'il y avait à chaque fois, c'était le flexible de la cellule au niveau du miroir, parce que la cellule est cachée derrière le miroir, il y a un petit ruban flexible, et ben voilà, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça casse. Au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans d'utilisation professionnelle, ça casse. Donc voilà ce que j'ai eu. Pour l'instant, j'ai envoyé des objectifs à réviser chez Papke. Ils me sont revenus révisés, sans problème. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Alors que chez Hasselblad, bon, j'ai eu... alors j'ai eu mon erreur de manipulation avec le Hasselblad 1000F, hein, sur le Hasselblad 1000F, 1600F, Kiev 88, Salute, tous les Russes et des trucs comme ça. Il ne faut absolument pas, jamais changer la vitesse quand l'obturateur n'est pas armé. Voilà. Sur ce type de boîtier, vous déclenchez, vous armez tout de suite, vous ne réfléchissez pas. Vous déclenchez, vous armez. Vous déclenchez, vous armez. Si tu déclenches, tu armes. Voilà. Si tu ne veux pas armer, tu ne déclenches pas. Voilà. Vous déclenchez, vous armez, et après, si vous voulez changer la vitesse ou un truc comme ça, vous faites. Parce que ça vient de systèmes de rochers, de trucs comme ça. Enfin bon, j'avais trouvé sur internet le mode d'emploi pour réparer réparer le Kiev 88. Bon, en plus du fait que c'était écrit en cyrillique et pas forcément, enfin il y avait des schémas et des choses comme ça. Quand on voit le bordel que c'est dedans, on laisse tomber, quoi. Enfin bref, bon, ceci va donc conclure, je pense, la série vidéo T004 sur la famille Rolleiflex. Je ne pense pas approfondir les Rolleiflex bi-objectifs parce que... Enfin, mettez-moi dans les commentaires, mais je ne pense pas approfondir. Le SL, bon, moi j'ai dit ce que j'en avais à dire. Le i6, ce qui est très bien. Le 6008, j'aime bien, j'aime beaucoup, c'est très agréable à utiliser. Les objectifs sont très bons, sont excellents, voilà. Bon, je vous tease un peu la prochaine vidéo sur entre Rolleiflex et Hasselblad. Pour mettre en vitrine, je choisis Hasselblad. Pour utiliser, je choisis Rolleiflex. Voilà. Les Hasselblad sont très beaux pour jouer avec. Il y a une ergonomie parfaite. C'est léger. C'est moins lourd dans la main. On a une bonne prise en main. Voilà, c'est chromé. Ça brille quand même, il y aura de bordel, choses comme ça. Mais pour faire de la photo, je prends un Rolleiflex. Voilà. Moi, du coup, je ne ferai pas la vidéo Hasselblad contre Rolleiflex. Peut-être pas, je ne sais pas. Donc, soyez éco, hein, pour essayer de comprendre, d'optimiser. La série de vidéos sur la série en vidéo T sur... allez consulter la playlist. Parce que là,
au moment où je parle, la série T3 est tournée, mais n'est pas publiée, et la série T5 n'est pas tournée. Donc allez voir la playlist qui regroupe ces vidéos. Donc c'est pas dans les cours, hein. C'est dans. Actuellement j'ai deux playlists, hein. J'ai une playlist pour les vidéos T quelque chose et une playlist de cours où c'est 000 et quelque chose. Donc allez voir ça dans la playlist. Je compte faire des vidéos, donc là qui seront plus du bavardage, parce que je n'ai pas les boîtiers, mais je peux expliquer pourquoi je n'ai pas les boîtiers et pourquoi, parce que je les ai envisagés quand même. Donc je vais faire une vidéo sur Mamiya, sur Bronica, sur Pentax, toujours pour du moyen format. Et puis après, il y aura une série de vidéos sur le télémétrique 24-36, Nikon, Leica, Zorki, Kiev, et puis après on verra si je ferai une série sur le réflexe 24-36, Nikon, Leica, et puis et les autres. Et puis je ferai aussi certainement une vidéo sur les chambres Cynar et les chambres Graflex, voilà. Et pas les autres. Voilà. Et pas les autres, parce que les autres c'est difficile de. Enfin bon, je verrai ce que je ferai. Voilà. Donc soyez éco, hein, pour essayer de comprendre, optimiser. Vous emballez pas sur l'achat d'un boîtier. Allez sur Flickr. Donc sur Flickr, bon, vous pouvez faire des recherches par objectif. Donc quand vous cherchez de l'objectif Zeiss, c'est facile parce qu'ils ont des noms. Quand vous allez chercher sur des objectifs comme des Zuiko, des Siecor, des choses comme ça, ils n'ont pas réellement de nom, donc ça va pas forcément. Mais par contre, la marque, oui. Si vous voulez voir des photos de Mamiya, vous faites Mamiya et recherchez des photos. Après, vous pouvez essayer de rechercher des groupes et lire dans les intitulés des groupes quels appareils ils acceptent. Et donc, du coup, dans ce groupe-là, vous pourrez trouver les photos faites avec les appareils qui vous intéressent. Voilà. Moi, quand j'ai cherché pour mettre mes photos faites au Rolleiflex, j'ai trouvé 3 ou 4 groupes dans lesquels je pouvais ou mettre des objectifs Rolleiflex, ou mettre des photos faites au Rolleiflex, ou mettre avec des objectifs, des photos faites avec des objectifs Schneider sur des Rolleiflex, ou faites avec des objectifs Zeiss sur Rolleiflex. Voilà. Donc, quand je fais mes photos, quand je mets mes photos sur Flickr, je réussis à caser ça dans 3-4 cases. Voilà. Et je vous rappelle que sur Flickr, vous pouvez cliquer pour zoomer la photo. Si la personne a mis la photo en bonne résolution, vous pouvez cliquer dessus et zoomer dedans. Et parfois, il y a une flèche en bas à droite où on peut télécharger la photo dans différentes résolutions. Et la résolution maximum affichable par Flickr n'est pas la résolution maximum que l'on peut télécharger. Voilà. Donc soyez éco, puis après faites quand même des images de temps en temps. Hein. Quoique là, c'est pas très beau. Aujourd'hui je devais sortir, j'ai pas eu envie. Voilà. Faites des images et puis au revoir.